Bonjour. Je vous remercie d'être disponible donc pour cette, je dirais, session présentation en partenariat avec UiPath, donc à qui je donnerai la main tout à l'heure. L'objectif de la réunion et du webinaire en tant que tel, un peu avant les vacances de tout le monde, c'est de faire un point post-situation, je dirais, Covid, avec derrière de pouvoir préparer les enjeux de demain, de savoir comment est-ce qu'on va travailler avec un nouveau contexte de travail et puis de pouvoir dérouler un petit peu ce que fait le RPA et comment ça peut nous aider dans cette démarche. Voilà. Donc on va avancer. Tac. Hop. Donc Laurent, je te laisse passer au deuxième slide. Donc je vais te laisser la main pour te présenter et puis Daniel aussi dans la foulée. Bonjour à tous, donc Laurent Altergois, je suis responsable innovation R&D chez Alteca. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Blaisac, je suis partner manager chez UiPath. Et donc pour ma partie, donc Nicolas Manzer, je suis responsable des activités digitales chez Alteca, donc sur l'agence de Lyon, et porteur d'offres de l'offre RPA sur le groupe Alteca avec une responsabilité d'animation autour de cette communauté. Voilà. L'idée d'aujourd'hui, c'est comme vous le verrez dans le sommaire, on va faire un point sur la nouvelle normalité et l'impact sur nos processus internes. Donc, on a tous des nouvelles habitudes, des bonnes, des mauvaises. On a aussi vu des nouveaux processus qui sont apparus avec, je dirais, les nouveaux usages et notre quotidien. Donc, on vous fera une petite présentation de nos activités sur cette partie-là et sur nos réflexions. Un retour d'expérience de notre partenaire UiPath qui présentera aussi sa solution, puisqu'on est partenaire Silver aujourd'hui, et de comment est-ce qu'on approche ces problématiques de nouveaux usages et aussi de nouvelles normalités. On fera un petit focus sur certains cas d'usage chez nous. Déjà déroulés, on t'entend Laurent Walter. et on vous présentera l'accompagnement Alteca et enfin on finira par les questions-réponses, autant que faire se peut. Voilà, donc on peut avancer. Donc, je dirais à dose homéopathique, le groupe Alteca, on est aujourd'hui 700 collaborateurs en France. On a donc 8 implantations comme vous pouvez le voir. On a une antériorité de 25 ans d'expérience dans le domaine qu'on précisera un peu tout à l'heure. Et en tant que société de service, on intervient sur différents marchés, l'assistance technique, l'engagement de résultats, et on va travailler sur toute une offre de services qu'on vous passera à la fin. Je te laisse avancer. Merci Nicolas. Donc effectivement, chez Alteca, nous avons initié depuis quelque temps une stratégie vers plus d'innovation pour répondre à une triple problématique. Tout d'abord, en tant que SN, on se doit bien évidemment de comprendre et maîtriser toutes les évolutions du marché et des nouvelles technologies pour mieux servir nos clients et pour mieux vous aider en général à performer sur votre business. Et puis bien évidemment, l'innovation, c'est aussi un levier de motivation et d'attraction de talents qui est essentiel dans notre activité. Alors comment se manifeste cette stratégie au travers d'un certain nombre d'axes thématiques prioritaires qu'on a identifiés, sur lesquels on va bien évidemment former et certifier nos collaborateurs, mais également au travers de communautés transverses nationales de collaboration pour échanger et partager ces connaissances, et de manière plus large, travailler avec nos partenaires comme UiPath aujourd'hui, industriels mais aussi académiques, et travailler avec vous en tant que client pour construire un écosystème ouvert autour justement de projets collaboratifs. Alors, quelle est cette stratégie d'innovation pour Alteca? C'est de maîtriser toutes les technologies autour de l'hyper-automatisation qui, pour nous, représente l'évolution de l'IT dans les années à venir, en automatisant tout ce qui peut l'être au service de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, donc de vos ressources humaines, mais également bien évidemment de vos clients internes ou externes.
Et notre vision, notre accompagnement dans ce contexte, c'est bien évidemment de maîtriser l'ensemble des technologies associées, avoir cette vision globale pour vous conseiller, pour vous aider à faire les bons choix, mais également pour mettre en œuvre cette combinaison d'outils la plus appropriée à votre contexte. Et nous sommes convaincus que la proximité et la fidélité de nos clients que vous nous témoignez depuis de nombreuses années et notre connaissance de vos processus métiers en la matière va nous aider justement à mieux maîtriser cette automatisation de processus au-delà de la simple maîtrise technique. Alors venons-en maintenant au sujet du jour, donc sur, comme l'anticipait Nicolas, sur cette nouvelle normalité et comment elle a pu et elle impacte bien évidemment nos processus internes. Alors tout d'abord un constat, bien évidemment, on a vu durant la période qui vient de se passer et encore aujourd'hui et pour un peu de temps, de nouvelles priorités émerger. Tout d'abord, la nécessité absolue d'avoir plus de contrôle, de plus de granularité dans la connaissance interne de l'entreprise. Connaître à fond nos processus, mieux connaître aussi nos espaces, quel est leur état, quelle est leur capacité typiquement d'accueil, que ce soit en interne ou en externe. Et puis, avoir aussi un œil, bien évidemment, sur l'état et la santé de nos ressources, puisqu'une entreprise ne vit pas sans ses salariés. Donc, un fort besoin de cartographier et de maîtriser finalement le contexte interne de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, la nécessité de rapidement réadapter des processus, réadapter notre organisation. Je pense qu'on l'a tous fait, on est tous en train aussi de le faire à moyen terme. Pour s'adapter au télétravail, au choc du télétravail qu'on a pu subir et qui s'installe, et tous les aspects de management à distance qui s'en suivent, mais également réadapter tous les cycles de vente, réadapter toute la chaîne d'approvisionnement, donc la relation aussi avec les partenaires, les fournisseurs que nous pouvons avoir autour justement de nouveaux processus. Et puis, troisièmement, et non des moindres, la pandémie nous a aussi appris à, bien évidemment, pouvoir mieux garantir la sécurité sanitaire de nos employés et de nos clients sur site, à commencer par le respect donc, des différentes règles de distanciation, les fameuses jauges, jusqu'à justement des contrôles sur, par exemple, les équipements de protection. Et on voit comment le digital en général et l'automatisation peut nous aider dans ces trois pans de nouvelles priorités à mieux performer, à mieux nous organiser. Donc, pour nous, l'hyperautomatisation dont je parlais avant est le catalyseur de cette nouvelle normalité. Alors, c'est un terme qui a été inventé, on va dire, par Gartner et qui aujourd'hui a été identifié comme la première tendance des trends stratégiques pour, on va dire, la décennie à venir qui est initiée. Où l'hyperautomatisation va être dans la fusion, la combinaison des technologies les plus avancées du digital pour, de manière progressive, automatiser le plus de processus possible et surtout valoriser l'expérience humaine, personnelle, que ce soit au niveau des employés pour valoriser leurs compétences ou au niveau des clients, justement, pour valoriser leur expérience en tant qu'utilisateur. Et on voit sur la base des études d'analystes, typiquement, au niveau des entreprises, l'automatisation est un sujet prioritaire pour 2/3 des entreprises environ. Et Gartner voit à moyen terme, sur un horizon de 3 à 5 ans, que ce type de stratégie et de technologie peut faire réduire les coûts opérationnels des entreprises d'environ 30% en repensant leur processus et en les hyper-automatisant. Alors si on regarde un peu plus en détail ce qui se cache derrière l'hyperautomatisation, mais finalement, c'est une trajectoire. C'est une trajectoire qui va partir de règles d'automatisation assez simples,
On va parler d'automatisation de tâches, donc tâches qui peuvent être assez réduites, mais néanmoins très récurrentes et potentiellement aliénantes également pour les personnes qui les font. Où on va voir par exemple émerger des technologies comme le RPA dont on va parler aujourd'hui, mais sont également des intégrations de flux qui peuvent aider dans l'automatisation, ou des ETL, des choses qu'on est plus habitué à voir. Et progressivement, on va monter en valeur au niveau de l'automatisation pour aller vers des choses plus complexes, soit au service de processus internes qu'on va automatiser avec, par exemple, des outils de type BPM intelligent, des moteurs de workflow, qui en partie peuvent déjà exister, mais qui vont être exploités au mieux pour cette automatisation. Et d'un autre côté, toutes les technologies conversationnelles qui sont de plus en plus pertinentes dans une approche de relation client automatisée, omnicanal. On voit bien notamment par rapport à ce qu'on vient de vivre et ce qu'on continue à vivre, comment l'aspect conversationnel et la digitalisation de la relation client, qu'on parle de chat, qu'on parle de voice bot ou de centre d'appel, est essentiel et vient aider à automatiser justement toute une partie, tout un pan du processus. Et puis le stade ultime de l'hyperautomatisation, c'est le fait de pouvoir digitaliser totalement des pans entiers de business, donc les opérations digitales, qui vont permettre justement de tirer parti au mieux de l'intelligence des différentes technologies, notamment d'intelligence artificielle, pour anticiper, pour prédire, par exemple, et mieux planifier et mieux organiser des pans entiers de business. Voilà. Nicolas, je te relaisse la main pour le focus RPA. Tout à fait. Donc sur ce qu'évoquait Laurent Walter juste avant, c'est globalement on entend des noms ou des stacks ou des couches applicatives qu'on connaît tous. On a parlé d'ETL, on a parlé de chatbot, on a parlé, je dirais, aussi d'Ops en tant que tel. Donc c'est des sujets qu'on connaissait tous jusqu'à présent. Et finalement, pourquoi le RPA? Tout simplement, c'est un sujet qui existe depuis déjà un certain nombre de temps. On avait déjà approché ces problématiques sur toute l'analyse des besoins et l'optimisation de tâches chez nos clients. En l'occurrence, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se pose la question d'automatiser les tâches répétitives plus fortement encore avec la nouvelle normalité? C'est très simple, c'est que jusqu'à présent, on avait des tâches qui étaient, je dirais, masquées dans nos quotidiens. Et tous, nous comme nos clients, on a rencontré plein de nouvelles choses. Alors le travail à distance, c'était super. Maintenant, aujourd'hui, il y avait beaucoup de pertes d'efficacité, on le sent aussi, nos clients aussi nous le demandent. Ce qui émane, c'est aussi tout ce travail auprès d'un point de vue, je dirais, plutôt RH, puisqu'il a fallu aussi savoir comment allaient les collaborateurs, comment est-ce qu'on les fait revenir sur site. Ça, c'est les vrais sujets que nous-mêmes et nos clients ont rencontrés. Donc, comment est-ce qu'on pourrait optimiser ces tâches répétitives? L'autre point, c'est que finalement, avec cette nouvelle normalité, il y a des nouvelles, finalement, les nouvelles tâches impactent aussi la valeur ajoutée qu'on va trouver dans l'humain et dans ses actions. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on se garantit de reconcentrer bien l'énergie humaine, surtout avec le poids de la situation, et celle de demain, qui, on l'espère, sera beaucoup plus positive, mais qui sera tout autant chargée. Et malgré tout, plus on en fait, moins on est sur un travail de qualité. Donc, on parlait de BPM tout à l'heure, la qualité des processus, c'est souvent étroitement lié. Maintenant, l'automatisation des processus avec une qualité, c'est un travail qui aujourd'hui est dans le cœur de réflexion de nos clients, que ce soit sur la partie finance, sur la partie supply ou d'autres environnements. Et on ne se posait pas la question avant de savoir s'il y avait des robots qui pouvaient nous aider là-dedans. Et pour autant, il y en a. Alors, ce n'est pas des robots physiques, c'est des robots intelligents et aussi paramétrés toujours par l'être humain, parce que c'est essentiel qu'on soit actif. Mais aujourd'hui, il y a une solution et puis on est accompagné aujourd'hui avec UiPath pour nous en parler un tout petit peu plus. Voilà. Daniel? Merci. Donc, effectivement, je vais vous présenter déjà la société UiPath et puis deux use cases qui
qui sont dans l'air du temps, puisque qui sont deux use cases directement issus du Covid. Prochaine slide, voilà. Donc, quelques mots sur UiPath. Très rapidement, la société a été créée en 2005, donc ça fait déjà 15 ans que nous existons. Et donc, entre 2005 et 2015, la société a plutôt proposé en fait des différents API pour faire du data scrapping à l'époque. Donc, data scrapping, c'est en fait la capacité à capter les différentes données sur les écrans. Et puis, en 2015, un client est venu nous demander s'il était possible de lui fournir des robots. Et c'est là que l'entreprise a pivoté. Et puis évidemment, l'entreprise, fondée par Daniel Dines en 2005, a également senti un intérêt et ou une appétence pour les RPA de la part de plus en plus de clients. Et c'est comme ça que UiPath, donc, qui s'appelait à l'époque Discover, a changé de nom et est devenu UiPath. Donc, en quelques mots, UiPath. Entre 2005 et 2015, l'entreprise a à peu près 30 employés. Et entre 2015 et 2020, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, nous sommes 3000 employés dans le monde avec 20 bureaux, une présence internationale mais également locale. Donc voilà, nous sommes relativement bien accompagnés par nos investisseurs. Vous voyez en bas à gauche les différents fonds d'investissement. Et pour parler, on va dire d'une manière un peu plus locale, en France, nous sommes 70 collaborateurs. Nous sommes arrivés, donc le bureau a été implanté en 2017. Et nous avons plusieurs centaines de clients au jour d'aujourd'hui, mais nos clients historiques sont notamment la BPCE, Crédit Agricole et Carrefour, qui ont été nos 3 premiers clients en France. Voilà. L'écosystème UiPath. Donc voilà, UiPath, ce n'est pas uniquement un produit, uniquement une solution. Nous avons mis en place tout un écosystème pour que justement tout le monde puisse avoir accès au RPA. Ça fait partie d'ailleurs de notre ADN. Notamment, ce que vous voyez ici sur le cercle en haut à gauche, UiPath Academy, qui est notre plateforme de training. Tout le monde peut se former aux solutions de RPA gratuitement. Tous les cours sont en ligne, il y a à peu près 70 et 80 cours en ligne qui sont disponibles, donc accessibles par tous. Nous avons également, si on fait le cercle à gauche, nous avons le place du marché Go, donc il y a un peu la marketplace où tout le monde peut déposer les codes qu'il a construits, partager avec la communauté des développeurs et récupérer gratuitement ces différents bouts de code. Il y a également les bouts de code qui ont été implémentés par nos pre-sales et qui sont également mis à disposition à tous. Nous avons également une communauté qui est une espèce de LinkedIn RPA et nous avons un écosystème partenaire dont fait partie Alteka, extrêmement riche, qui sont là pour vous aider en fait à intégrer les solutions UiPath tous les jours et pour vous faire monter également en compétences. Puis nous avons également un partenariat technologie avec les grands du marché, notamment Google, Microsoft, SAP, où nous avons des connecteurs identifiés qui ont été construits en collaboration avec ces grands éditeurs-là. Et donc, ça veut dire que nous avons en fait une plateforme extrêmement intégrée avec ces différents éditeurs. Juste pour revenir sur le slide précédent, s'il te plaît. Voilà. Donc, par rapport à en fait, également sur la partie droite, juste 2 mots pour dire que nous sommes leaders sur le marché du RPA. Donc décrit par 2 études, Forrester et Gartner, en fin 2019. Et voilà, nous espérons garder cette position cette année. Juste encore un clic, voilà, parfait, merci. Donc juste pour revenir tout à l'heure à l'hyper-automation, ce que décrivait Laurent Walter tout à l'heure, nous avons en fait construit toute une offre depuis fin 2019 pour accompagner moi ce que j'appelle l'hyper-automation. Pour moi, c'est un peu le RPA 2.0. Où on va avoir une approche end-to-end, c'est-à-dire qu'en gros, le RPA, ce n'est plus juste, en tout cas chez UiPath, ce n'est plus juste un outil d'automatisation, mais c'est une approche globale allant de la phase discovery, c'est-à-dire la phase découverte, découverte des processus pertinents à l'automatisation, jusqu'à la phase mesurée. Donc, c'est-à-dire finalement, est-ce que ce que nous avons automatisé rencontre bien les métriques escomptées, c'est-à-dire les métriques que nous avons émis initialement. Et si ce n'est pas le cas, et bien à la manière DevOps, on va pouvoir améliorer de plus en plus les robots pour qu'ils puissent délivrer
on va dire, délivrer les attentes des métriques initialement. Ce qui est également important ici sur l'hyper-automatisation, en tout cas chez UiPath, c'est que nous avons infusé de plus en plus d'intelligence artificielle dans nos robots. Notamment, c'est ce que j'ai mis ici, l'AI Fabric, ça fait partie de notre offre désormais, donc qui a été réalisée en fin 2019. Et pour finir, nous avons également rajouté une couche de testing. Donc, nous avons également une offre testing, notamment donc équivalent à Microfocus ou Selenium, mais avec cette plus-value que notre plateforme de testing peut également tester les robots. Et donc, ça va rajouter, en plus de la résilience à nos robots. Donc, voilà notre offre complète. Donc, je serais ravi de partager avec vous et avec notre partenaire ALTK dans un second temps pour décrire un peu plus en détail. Donc, partons maintenant sur les deux use cases que j'aimerais un peu vous relater ici. Le premier use case, donc c'est vraiment lié à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Donc là, nous travaillons actuellement avec un organisme public qui gère les attributions et versements des allocations. Donc là, je pense que vous avez deviné l'identité de cet organisme. Et nous étudions actuellement 3 use cases qui vraiment découlent de la prolongation de l'état d'urgence, puisque nous devons prolonger, suite à cette prolongation d'état d'urgence sanitaire, nous devons prolonger en fait les allocations qui sont allouées en fait aux différents bénéficiaires. Et ces 3 use cases en question, donc je vais vous décrire un par un. Le premier use case, c'est la prolongation des mesures de tutelle, c'est-à-dire les prolongations des droits des tuteurs, de tuteurs pour ces 3 mois supplémentaires. Le deuxième use case, c'est la prolongation également de 3 mois pour les bénéficiaires du RSA et de AAH qui est l'allocation des adultes handicapés. Et pour le troisième use case, c'est la prolongation de l'allocation de l'aide à la mobilité. Donc, j'ai mis dans un petit tableau rapidement tout ce qui est les différents métriques qui est lié à la volumétrie. Juste avant de commencer de décrire le tableau ici, techniquement, en fait, derrière, le use case est assez simple. C'est le même use case technique sur les 3 use cases. C'est simplement, nous avons les différents identifiants des personnes les personnes bénéficiaires qu'on doit prolonger en fait dans les différents systèmes. Donc, nous avons ces différents identifiants sur les fichiers Excel. Le robot doit simplement récupérer ces identifiants, se connecter sur chacun des outils, des trois use cases, et puis chercher la date et puis le prolonger la date d'expiration de 3 mois, tout simplement. Donc, on va dire que le use case est finalement relativement simple, techniquement. Et maintenant, regardons un petit peu la volumétrie. Alors, sur le use case numéro 1, pour rappel, c'était la prolongation des droits des tuteurs. Donc, on parle d'une volumétrie de 18 000 occurrences. Et si on devait, si un opérateur devait le faire manuellement, ça lui prendrait 1 minute. Donc, relativement rapide. Et donc, le gain potentiel, si on le remplaçait par un robot, ça représenterait 18 000 minutes, soit 300 heures. Ça, c'est pour le premier use case. Sur le deuxième use case, pour rappel, c'était la prolongation des droits de RSA et de AAH, donc allocation aux adultes handicapés. En termes d'occurrence, ça représente 80 000 dossiers et ça prendrait 3 minutes si un opérateur le faisait manuellement. Et ce qui pourrait présenter en fait en termes de gain, si c'était fait par un robot, d'un gain de 240 000 minutes, soit 4 000 heures. Si on part sur le use case numéro 3, donc ça représente un volume de 100 000 occurrences. Si on le faisait manuellement, ça représente 5 minutes par dossier. Et donc, ça peut représenter un gain potentiel de 500 000 minutes, soit 8 300 heures. Donc, si on fait rapidement une addition et qu'on le traduit en journée homme, ça représenterait un total de 1500 journées hommes. Donc, 1500 journées hommes, ça représenterait, on va dire, une trentaine de personnes qui travailleraient en plein temps pendant 2 mois. Donc, c'est juste énorme. Et alors, j'ai oublié de le décrire en amont. On doit accomplir toutes ces tâches, toutes ces prolongations de ces 3 use cases sous 3 mois. Sinon, le risque derrière, c'était justement que les bénéficiaires ne reçoivent plus leurs allocations.
Donc, on a cette contrainte au niveau du temps qu'il fallait également répondre. Et donc, pour le coup, ces robots sont en cours d'implémentation au moment où je vous parle là, et on doit livrer ces robots mi-juillet, c'est-à-dire dans une semaine. Donc voilà, c'est vraiment ce point use case est assez parlant. Moi, je voulais vraiment montrer ce use case parce que c'est pour vous donner un petit peu les différents chiffres et différentes métriques derrière qui sont relativement pertinents pour ce cas spécifique lié au Covid. Prochain use case, voilà. Alors le deuxième use case, c'est un use case RH lié à un acteur de la distribution. Alors pour ceux qui m'ont bien suivi tout à l'heure, je l'ai nommé tout à l'heure parmi nos clients historiques, donc je pense que vous savez qui c'est. Donc voilà, en fait, ici le challenge, c'est que typiquement la RH reçoit 3 fois plus de mails, en fait ça peut être lié aux arrêts maladie, mais ça peut être aussi lié à d'autres demandes, d'accord? Donc le volumétrie, c'est sur la slide d'après, mais la volumétrie représente à peu près 4 à 5 000 mails au lieu de 1000 à 1500. Voilà, c'est ce que j'ai mis tout en haut ici. Voilà, plus de 4000 documents au lieu d'avoir 1000 à 1500 demandes RH par jour. Donc typiquement, ils nous ont sollicité pour traiter les priorités. Et les priorités en temps de Covid, évidemment, ce sont les différents arrêts maladie qu'il faut également évidemment les rentrer dans les systèmes et puis traiter et puis classifier en fait les différentes demandes pour finalement traiter les priorités. Et donc typiquement ici, je vous ai mis en fait la trame de ce qui a été fait techniquement. Donc vous voyez en numéro 1 ici, le robot va naviguer dans le système interne, va regarder les différents mails, donc en 1. En 2, le robot va ouvrir les différents documents, les différents attachements également des mails et va utiliser une solution d'OCR pour, donc au numéro 3 ici, pour trier en fait les documents et d'être trié, de voir si typiquement c'est un document qui est lié à comment dire, à une absence, à une congé maladie, etc. Et une fois ces éléments triés, ce robot va extraire de l'information pertinente sur ces documents. Donc, il va extraire donc en 4 ici le nom, le prénom, les dates, et typiquement les dates de sick leave, c'est-à-dire les dates d'arrêt maladie. Donc une fois ces éléments extraits, le robot va ensuite naviguer dans le système interne et va pouvoir entrer ces différents éléments dans leur système interne. Et donc ce processus est en prod chez les clients et ça a permis de décongestionner, si vous voulez, toutes les demandes RH. Parce que, évidemment, au lieu de recevoir 1000 à 1500 demandes par jour, on en reçoit 4000 à 5000. Les opérateurs n'ont pas pu suivre, en fait, finalement. Et donc, du coup, les délais de réponse étaient de plus en plus longs et on était dans un état d'urgence sanitaire qui était sévère parce qu'il fallait vraiment traiter tous les arrêts maladie des différentes personnes dans le monde. Et du coup, les robots, on a implémenté le robot en 2 semaines et on a pu mettre en prod très rapidement ces robots pour traiter ces différents dossiers. Et voilà, donc ça voilà, il y a eu un communiqué d'ailleurs public à propos de ces robots qui ont été implémentés et le bénéfice qu'a tiré l'entreprise en question dans le retail, que nous pourrons vous partager à la fin de ce call, évidemment. Je vous relaisse le micro. Merci Daniel. Donc, bien évidemment, merci pour ces retours, retour d'expérience. Alors, bien évidemment, au sein d'Alteca, nous avons aussi pu travailler à ce type de cas d'usage et à embarquer donc du RPA et en général vers l'hyperautomatisation pour un certain nombre de cas d'usage. Donc en premier lieu, un cas d'usage là encore très contextuel qu'on s'est appliqué à nous-mêmes au sein d'Alteca, mais depuis on a des clients qui nous demandent la même chose, qui concerne la planification des présences sur site.
Alors, typiquement, l'enjeu qu'on a tous pu avoir, c'était bien évidemment de mieux maîtriser la productivité de l'entreprise, notamment depuis le déconfinement, qui était progressif, et de respecter toutes les contraintes réglementaires et les contraintes personnelles, bien évidemment, des associés. Et les objectifs de ce robot et notamment de cette solution était de faciliter donc tout ce qui était remontée d'informations de la part des collaborateurs, donc aller connaître leurs intentions par rapport à cette planification, et puis d'un point de vue du management, vérifier le respect notamment des jauges sur les différents sites. Donc comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit finalement par quelque chose d'assez simple justement à mettre en place, assez rapide à implémenter, qui est totalement intégré, notamment dans la suite Office 365, donc avec des outils internes, par la mise en place donc d'un questionnaire prévisionnel, hein, que vous voyez un peu ici, et d'un robot qui gère, on va dire automatiquement, les envois, les relances par email aux différents collaborateurs qui n'auraient pas forcément répondu, et de la même manière génère donc un reporting automatique et synthétique prévisionnel au management pour donner justement de la visibilité par rapport aux différentes jauges, aux statistiques. Donc avec quelque chose qui est simple, efficace et qui permet justement aussi de rapidement pouvoir s'adapter et personnaliser à votre contexte. On passe le slide d'après, Laurent Walter, du coup. Ouais, voilà. Donc, pour les cas d'usage suivants, en fait, c'est un cas d'usage qui est dans l'éducation. Donc, on sait que l'éducation a été touchée dans le format d'enseignement et d'organisation. Hein. Beaucoup d'écoles ont fermé dans structures publiques ou privées, quelles qu'elles soient. Là, actuellement, on est en train de travailler sur l'accompagnement d'une structure d'enseignement privé, pour le coup, qui, au travers d'une application métier, alors qui a pignon sur rue, avec des environnements technologiques qui peuvent être variés. Il y a des environnements clients lourds avec alors potentiellement du Delphi, il y a du Java aussi, il y a des environnements web, en l'occurrence avec une plateforme, et dans laquelle, en fait, les différents acteurs liés à l'enseignement vont intervenir. Donc les étudiants, pour retrouver les horaires de formation, les salles dans lesquelles ils doivent aller, la partie administration, donc pour gérer le planning pour les enseignants et pour les étudiants, et bien évidemment, les enseignants qui doivent retrouver leur salle, leur groupe, leur classe, potentiellement leur programme, puisque c'est une application purement sur l'étalage qui va jusqu'au bout. Et finalement, cette plateforme doit maintenant donner naissance aussi à des nouveaux usages de l'enseignement qui sont couverts par Teams. Hein. On se retrouve tous aujourd'hui autour d'outils qui refont notre quotidien. Mais pour autant, je dirais, la bascule et l'interopérabilité entre les deux n'est pas totale. On est sur deux environnements bien différents et sur une réactivité qui est importante à avoir. Et donc, dans ce cas-là, quand on planifie des sessions de formation, des cours, des classes, et ils sont en pleine période en ce moment, puisqu'on est en plein mois de juillet et c'est de la programmation pour le mois de septembre, globalement, c'est des groupes qui sont à faire manuellement, avec une organisation toute particulière. Quand c'est sur le présentiel, affecter les salles et les ressources qui y sont associées. Ça ne vient pas toujours d'un annuaire LDAP, pour ceux qui connaissent, ou d'un annuaire d'entreprise. Donc souvent, c'est cette application qui condense tout ça. Et le fait, finalement, derrière, ensuite de pouvoir gérer du présentiel ou du distanciel avec finalement les contraintes que ça impose et pour planifier un peu la rentrée scolaire qu'on a tous perçue comme étant un petit peu difficile ou un peu à crainte. On espère que ça en sera autrement, mais en l'occurrence, il faut trouver des solutions pour lancer ces invitations-là, générer les visios, gérer le présentiel quand les gens sont présents, potentiellement gérer aussi le matériel quand il faut réserver du matériel de visioconférence. Donc c'est tout un travail aujourd'hui qui habituellement était fait que sur une plateforme de planif et finalement qui venait juste lancer des programmes et qui étaient ensuite imprimés ou transmis par mail. Aujourd'hui, la différence elle est bien plus forte. Et là, UiPath va venir avec deux socles. La partie front, c'est-à-dire on va venir mettre en place des robots pour, je dirais, transformer les actions d'un utilisateur lié à l'administration qui programme un groupe et ce groupe automatiquement se retrouve dans Teams. Donc il y a un travail front office et il y a un travail back office, un peu travail de fond tel qu'on l'évoquait tout à l'heure sur la partie ETL. On est un peu plus loin que ça. Et là, on est sur de la restructuration de groupe
pour aussi les injecter dans Teams qui n'a pas la connaissance métier issue de la plateforme de Planif. Donc on est pile poil dans le cas, on a plusieurs sujets de ce type-là aujourd'hui. C'est les nouveaux, je dirais, des nouvelles problématiques et qui viennent en pleine période de reprogrammation et de planification de l'année à venir. Donc vraiment sujet sur le feu pour le coup et extrêmement porteur technologiquement comme en cas d'usage. Voilà. Juste sur le cas d'usage suivant, alors je te laisse tourner. Voilà, on est. Alors le RPA, c'est un sujet, et Daniel pourra le confirmer peut-être après dans les questions-réponses, qui touche beaucoup les centres d'appel. Donc après centre d'appel, on peut mettre tout et n'importe quoi derrière comme service client. Là aujourd'hui, on est sur un sujet financement de l'innovation pour le coup. C'est un client nantais qu'on est en train d'accompagner, où finalement le contexte de financement de l'innovation fait qu'on est obligé de valoriser les ressources à un instant T pour suivre son plan d'innovation au sens large. Et c'est une structure qui a une application plutôt monolithique, dans un premier sens, où elle gérait toute sa planification et l'accompagnement de ses clients pour aller chercher les subventions en les appelant au téléphone, en saisissant à l'intérieur les types de ressources qui sont à valoriser et à mettre en avant en fonction de la période. Et finalement, avec le chômage partiel, leur présence, le travail de fond qu'elles font et qui ont pu être coupés à un instant T ou à un autre. Donc quand on dit qu'un ingénieur va travailler sur cette problématique, il faut pouvoir le valoriser à différentes étapes. Et là, aujourd'hui, ce n'était pas possible. Donc globalement, on est sur un outil qui va venir plutôt travailler sur l'interface. Là, on est vraiment sur du front office et le rebasculer derrière sur une CRM. Alors, un iDeal, c'est des solutions plus courantes, mais et qui permet justement de valoriser la présence et la capacité de financement de l'innovation que vous retrouvez nos clients aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour le dernier cas d'usage, pile poil dans la période. Et juste pour terminer sur notre capacité d'accompagnement, je te laisse tourner, Laurent Walter. Hop. Donc, comment est-ce que nous, aujourd'hui, alors c'est une approche qu'on propose et qu'on a aussi validée avec l'éditeur. L'idée d'un projet RPA, on se pose toujours la question de comment est-ce que ça peut fonctionner, comment est-ce qu'on trouve les sujets récurrents. En général, les sujets récurrents, ils se trouvent très rapidement, on les voit, ils nous parlent, des fois ils nous agacent, mais il y a toujours une petite phase de cadrage qu'on établit avec l'étude d'opportunité, potentiellement une démonstration de ce que ça peut faire pour que ça puisse être matérialisé. Beaucoup de nos clients nous le demandent pour savoir ce à quoi correspond un robot UiPath. Et puis derrière, on passe sur un mode alors on parle de POC encore, mais on est quand même déjà dans du projet, puisque une fois qu'on a mis en place la plateforme, le premier robot, en général, ça peut être simple, mais il faut faire toujours au plus simple. En général, en 3-4 jours, le robot il est prêt. Donc c'est là où on va le tester, on va voir comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on valide la plateforme et on va industrialiser. Alors, en run, pour s'assurer que le robot tourne en permanence et suivant la plateforme sur laquelle on s'appuie chez UiPath, soit c'est quelque chose en standalone, soit c'est quelque chose qu'on va monitorer nous. Et de l'autre côté, de voir comment est-ce qu'on va en engendrer d'autres, comment est-ce qu'on donne la main potentiellement à nos clients, parce qu'il y a UiPath Studio permet justement de paramétrer soi-même ces robots, moyennant un peu de compétences technico-fonctionnelles quand même. Mais la démarche, elle est assez courte et elle est assez simple, et on va très vite à l'essentiel, d'où l'importance, par exemple, avec le cas d'usage sur l'éducation juste avant, d'être efficace dans les périodes où ça le nécessite. Voilà. Je te laisse avancer, encore Laurent Walter. Donc on affichait le RPA aujourd'hui. Globalement, et pour faire un focus, j'en parlais tout à l'heure, on va travailler chez Alteca sur différentes couches et différentes strates de nos clients. C'est ce qui fait aussi qu'on connaît leur métier. On va travailler d'abord sur toute l'approche des marches agiles, on l'a vu, c'est des projets assez courts et assez efficaces à mettre en œuvre. Toute la partie expérience client, on va travailler sur justement sur cette reconnaissance des besoins et la spécification finalement des problématiques rencontrées. Et puis derrière, on va travailler sur l'accompagnement, la gouvernance des DSI, pour aller aussi derrière sur l'industrialisation des processus, la mise en œuvre de produits collaboratifs au travers de chaînes DevOps, tel que l'évoquait Daniel tout à l'heure, que ce soit sur la partie développement comme sur la partie run. Et enfin, on a structuré, c'est officialisé cette année, un certain nombre d'offres sur la partie cloud, le management des services et plus
plus généralement sur toute la partie data management. Voilà. Je vais en rester là. Le but, c'était surtout de parler du RPA et de la situation. Et je vois qu'on a des questions, donc je vais vous laisser la main et je vais laisser la main voilà, à nos animateurs. Oui, alors peut-être juste une question effectivement qui est arrivée, qui sont sur quels sont les marchés les plus pertinents pour le RPA, peut-être à destination de Daniel. Oui, alors les marchés, en fait, nos premiers clients étaient plutôt les clients bancaires en 2017, on va dire. Mais après, nous avons vu que de plus en plus de secteurs, de verticals, sont venus enfin, sont arrivés et ont montré leur intérêt par rapport à RPA. Et donc, voilà, pour résumer, pour faire court, il n'y a pas forcément de secteur spécifique. Nous avons des clients dans tous les secteurs, que ce soit dans l'automobile, dans l'aviation, dans le retail, dans le manuf, partout. Nos premiers clients sont plutôt bancaires et on va dire les premiers processus qu'on met en œuvre, on va dire là où il y a le plus grande demande, c'est notamment tout ce qui est finance et tout ce qui est ERP. Voilà. Notamment, par exemple, les gestions de bons de commande, création de PO, gestion de création de PO, l'automatisation de la création de PO, ce sont un petit peu nos best-sellers parce que c'est là qu'émanent les premières demandes. Et nous avons de plus en plus des demandes RH également, notamment le use case que je vous ai montré tout à l'heure sur un secteur, sur un acteur retail. Justement, c'est une demande émanant de la RH. Et pour compléter ce que dit Daniel, ce qu'on voit là aussi, alors il y a effectivement des grands sujets, des grands métiers qui sont couverts par les sujets de RPA. Après, il y a aussi les sujets qui sortent liés à des situations à un instant T. On parlait de l'éducation tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que si on avait été dans une autre normalité, ce type de besoin serait ressorti. Après, ça fait partie un peu de notre quotidien à tous, justement, d'aller chercher ce sujet-là et pouvoir mettre un doigt dessus et d'accompagner nos clients sur je dirais, de nouvelles solutions à apporter à ces problématiques. Voilà. On s'adapte à cette nouvelle normalité. Merci beaucoup. On a juste petit rappel pour les différents participants. Dans votre interface du webinaire, vous devriez avoir une petite icône de chat avec un point d'interrogation qui peut se trouver en haut à droite de votre écran typiquement, en fonction notamment de votre interface. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à nous poser vos questions via chat. Une autre question qui nous est parvenue, qui demande quels sont globalement les délais moyens, peut-être éventuellement aussi des notions de budget d'un projet RPA. Je prends la main, Daniel ? Vas-y, Nicolas, alors les budgets, c'est toujours très difficile à établir, surtout sans le contexte en tant que tel. Après, vous l'avez vu tout à l'heure avec notre démarche, celle qu'on affiche, il y a une phase de cadrage et en fait sur cette phase de cadrage, pour l'avoir mis en œuvre, on essaie d'avoir un certain nombre de personnes autour de la table qui couvrent des problématiques, alors finance, supply ou autre, hein, on a un cas client de ce type-là, et on essaie d'aller tout de suite à l'essentiel pour qualifier de façon atomique une problématique à couvrir pour garantir et pour aussi montrer que ça fonctionne, parce que c'est quand il y a au début on parle de robots, donc il peut y avoir un contexte de chimère un petit peu autour de ça. Donc globalement, il faut compter 3-4 jours de cadrage, et après sur les premiers robots, comme je l'évoquais tout à l'heure, si on essaie d'aller au plus petit pas qu'on puisse faire, globalement, c'est 3-4 jours pour réaliser le robot et le tester pour une mise en œuvre très rapide dans la foulée. Voilà. Donc, globalement, on est sur des projets qui vont entre 10 et 40 jours avec du versionning et de la licence qui est ensuite sujette au nombre de déploiements qu'on va faire sur un poste de travail ou sur d'autres environnements. Okay. Bah, c'était ce que j'allais dire en fait. Hein. Ce sont des mises en œuvre très rapides avec, on va dire, un ROI qui peut être également visible très rapidement. Et en général, comme l'a dit Nicolas, on va dire si on part de l'identification du processus candidat à l'automatisation jusqu'à la mise en prod complète du processus, ce sont des projets qui vont de 4 semaines à
8-9 semaines pour les processus les plus complets avec du scaling derrière. Voilà. Très bien, merci messieurs pour ces réponses. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui ont été posées. On est arrivé également au terme de l'horaire qu'on s'était fixé. Je ne sais pas si de votre côté vous avez peut-être un dernier mot pour conclure par rapport au contexte en général. Daniel, éventuellement. Oui, en fait, ce que je vois chez UiPath, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de demandes, d'intérêt par rapport à la RPA, puisque nous venons de sortir d'un contexte difficile où les employés doivent justement s'ajuster par rapport à cette nouvelle normalité, mais aussi justement comment être productif tout en motivant les employés qui font face à cette nouvelle normalité. Et du coup, nous voyons de plus en plus d'opportunités côté RPA. Donc, comme a dit Nicolas tout à l'heure, c'est un sujet qui n'est pas prêt de s'essouffler dans les prochaines années. Bon, bah, tu me fais une transition parfaite, Daniel. Juste pour conclure, alors on voit que l'axe sur lequel on travaille aujourd'hui est porteur. À titre d'information, au sein du groupe Alteca, c'est une quinzaine de collaborateurs qui sont formés sur toute la France d'un point de vue approche technique. Sur la partie approche fonctionnelle, on a une grosse capacité de travail sur cette partie-là et sur l'accompagnement de nos clients. Donc aujourd'hui, on a cette force-là. On peut vous accompagner, on est partenaire UiPath Silver et donc n'hésitez pas à nous contacter suite à ce webinaire. On sera bien évidemment content de vous accompagner. Voilà. Et on sera avec Alteca. Voilà. Merci Daniel. Bien, merci beaucoup à vous. Merci à vous en tant que participants de nous avoir prêté attention et nous restons tous à votre disposition. On vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci à tous.